Bienvenue dans la saison 1 de l'Esprit de la Nature, le podcast qui reconnecte à l'émerveillement. Je suis Véronique Duzard, créatrice de ce podcast et web entrepreneuse, mettant le digital au service du vivant. Tous les 15 jours, je vous emmène à la rencontre d'une personne connue ou moins connue qui nous partage sa manière singulière de cheminer sur la voie de la conscience. Dans ce second épisode, j'ai eu le très grand plaisir de partager avec Marianne Grasselli-Meyer et je dois dire que je me suis laissée inspirer par sa liberté. Comme je souhaite que ce podcast soit vivant, j'aime l'idée de pouvoir le faire évoluer et j'ai choisi de modifier un petit peu la présentation de mes invités. C'est-à-dire qu'il m'a semblé plus intéressant de leur demander de le faire eux-mêmes, non pas par paresse de ma part, mais plutôt par envie de les laisser libres, de mettre en avant ce qui leur semble le plus juste. Comme je ne diffuse pas nécessairement les épisodes dans l'ordre de leur enregistrement, il se peut que vous entendiez l'une ou l'autre version d'introduction. Mais quoi qu'il en soit et pour l'heure, je vous propose donc d'écouter l'échange que j'ai eu l'honneur d'avoir avec cette gardienne de la Terre. Bonjour Marianne, je te remercie infiniment d'avoir répondu à l'invitation. Et en guise d'introduction, je voulais te demander de te présenter. Alors c'est intéressant que tu me demandes ça parce que lorsque je fais des cercles, depuis plus de 20 ans que je fais des cercles de femmes ou je fais des ateliers, je dis aux personnes que j'accueille, je ne veux rien savoir de vous. En fait, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que vous avez fait comme formation. Ça ne m'intéresse pas de savoir quel est votre trajet de vie, si vous avez été marié, divorcé. Moi, je l'ai été 2 fois, remariée 3 fois, tu vois. Ça m'intéresse pas de savoir si vous avez eu des enfants ou pas. Moi, j'en ai eu 3. Si vous avez eu des petits-enfants, j'en ai 3 aussi. Je ne veux pas savoir votre âge. En fait, je ne veux pas savoir tout ça pour qu'on ne vous mette pas dans une case et qu'on puisse vous rencontrer, donc qu'on puisse aussi me rencontrer dans juste ce que j'ai envie de partager maintenant et qui me laisse complètement libre, en fait, finalement, de qui je suis. Parce qu'imagine bien, lorsqu'on se rencontre dans un cercle, dans un atelier, si quelqu'un arrive avec une fonction de thérapeute ou bien une de ses compétences d'autorité, on va tout de suite retrouver dans le groupe une forme de hiérarchie. On va tout de suite retrouver la personne qui va se sentir, à tort sûrement, hein, mais moins capable et qui va pas se lâcher, qui va pas oser se présenter, qui va pas oser exprimer tout parce que il y a quelqu'un qui a une autre forme d'autorité elle pense ça, cette personne-là, dans le cercle. Donc des fois, je provoque comme ça à l'entrée pour que chacun, et y compris celle qui a soi-disant une certaine autorité, puisse juste se vivre telle qu'elle a besoin de se vivre et rencontrer les hommes, les femmes, les personnes qui sont là dans une totale liberté. Alors, oui, je suis écothérapeute, je suis auteure d'ouvrages sur l'écothérapie, le lien des femmes à leur nature, à ce lien à la nature, à leur nature, à cette grande nature. On reviendra là-dessus, mais c'est tellement important et c'est ce qui nous a fait nous rencontrer là aujourd'hui. Mais c'est bon, c'est tout. Le reste, c'est de l'expérience de vie. Le reste, c'est ce qu'on a envie de partager. C'est cette voie de transmission qui est la mienne maintenant. J'ai pas trop envie de me mettre dans une case, tu vois. Tout à fait. C'est justement en ayant cette réflexion-là que je me suis dit, mais tiens, en fait, c'est vrai qu'en présentant quelqu'un, en présentant les invités, même si c'est dans le cadre d'une interview, qui va changer aussi un petit peu d'ailleurs de modèle, parce que j'étais partie sur le modèle de l'interview et en fait, je me rends compte que ce dont j'ai davantage envie, c'est une rencontre plutôt que d'une interview avec quelqu'un qui va
poser des questions plus ou moins intelligentes d'ailleurs, plus ou moins bien posées. Donc ça présuppose aussi voilà, il y a quand même une pression aussi. Je me rends compte de ça et puis je sens que c'est pas vers là que peut-être que j'ai à aller et que j'ai à rencontrer les personnes avec qui j'ai envie d'échanger et à qui j'ai vraiment envie de donner de l'espace pour parler. Et donc, dans le fait de présenter mon invité, je me suis bien rendu compte que c'était le ou la maître dans un rôle. Voilà. Et donc, je trouve que la réponse que tu donnes, c'est tout à fait ça. Et c'est probablement pour ça que j'ai eu, alors je ne vais pas dire un coup de foudre, ça pourrait être mal interprété, mais en tout cas un coup de cœur. Mais osons. En tout cas un coup de cœur. Voilà. Et donc, avant tout, tu es. Et c'est ce que tu invites les femmes qui viennent te voir et les hommes aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, c'est vraiment ce que tu invites à être, juste être qui on est avec l'aide de la nature. Alors, je dis parfois, des fois je dis des choses, tu sais, puis après on les capte et on les prend. Et des fois quand je les sors, ça sort comme ça un petit peu poétiquement. Et puis après les gens, waouh, qu'est-ce qu'elle a dit là? Donc j'ai dit une fois, la nature, le lien à la nature, c'est une spiritualité de l'évidence. Et je pense que c'est ça dans le tu es, où je suis. C'est-à-dire qu'on essaye sans arrêt, nous, êtres humains, on a une liberté, une très, très grande liberté par rapport aux animaux. On peut faire des choix différents. On a une forme de libre arbitre qu'on utilise à bon ou mauvais escient. On navigue beaucoup plus, tu vois, dans nos personnalités, dans nos envies de perfectionnement, dans nos envies de changement et dans notre évolution. Finalement, on a une capacité évolutive énorme en nous. Le travers de tout ça, c'est qu'on ne peut pas juste être. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, tu rencontres un hérisson, il va pas se transformer en coyote. Enfin, je veux dire, ça va être un hérisson et tu vas le prendre comme il est, avec ses piquants, avec, tu vois, tu vas plonger dans la mer. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Tu rencontres un dauphin, tu es émerveillé par ses qualités particulières qui vont être très, très différentes que celles du hérisson de tout à l'heure, mais tu vas pas essayer de changer l'un pour l'autre. Or, nous, on est toujours en train de vouloir se changer. Alors d'abord, c'est épuisant. Mais oui, parce que c'est quand la fin de tout ça, en fait, je veux dire, c'est quand, à un moment donné, où on se retrouve dans la nature, puis on dit, mais finalement, je suis tel que je suis aujourd'hui, comme cet arbre, il est, comme cette rivière, elle est, comme ce ciel est aujourd'hui, comme ce vent, il est, comme ça nous ramène. Et je pense que c'est l'un des bienfaits d'être en nature. Les gens se sentent pacifiés en nature. Et s'ils se sentent pacifiés, c'est pas seulement parce qu'ils prennent un bon bol d'air, tu vois. C'est pas seulement parce qu'il y a des super énergies de je ne sais quoi dans ce lieu-là. C'est juste parce qu'ils sont à nouveau à leur place d'être humains parmi les autres règnes qui sont autour d'eux, posés sur la terre, le bout du nez accroché au nuage, et ils sont là dans cette position initiale et c'est la leur. Et c'est tout un chemin finalement que de retrouver ça. Oui, j'avais envie de te demander, mais on prendra le temps d'en discuter. Après quoi est-ce qu'on court? Comment se fait-il? Alors, il y a l'histoire, etc., il y a le passé, mais on dirait que être n'est pas ou n'est plus suffisant. Mais écoute, on est dans une extrême compétition. On est dans une société compétitive. Donc, dès que tu es en famille, tu veux te mettre en défi de ressembler à un père ou une mère. Lorsque tu es dans une fratrie, tu veux, si possible, être mieux ou plus que celui ou celle qui était avant toi et qui t'a servi un peu de modèle.
quand tu es à l'école, on veut toujours que tu atteignes un certain quota. On est sans arrêt en train de noter, d'annoter, je cherche le mot, peut-être que tu l'as, mais de signifier qui tu es par l'extérieur, par ta position, par tes actes, sans arrêt, tu vois, et ça devient un code. Ça devient un code où tu peux juste pas être, mais tu es par rapport. Tu es par rapport à ce qu'on te demande. Et ça, c'est vraiment notre modèle notre modèle de civilisation. Alors, espérons que ça change. En même temps, on se reconnaît aussi, parce que tu parles aussi dans un de tes livres de ce clan. Bon, alors ici, c'était plus le clan des femmes. Il peut y avoir des clans d'hommes aussi, mais on se reconnaît par affinité. Pour finir, on forme des clans. Est-ce que c'est pas juste naturel? Il y a l'appartenance, mais je mets pas au même niveau cette appartenance dans cette action de vouloir se changer pour se conformer. En fait, finalement, le clan, il peut être constitué de plein de gens très, très différents. Mais plein de gens qui sont ouverts à être réceptifs à cette différence et à te voir avec cet amour de qui tu es. Alors évidemment qu'il y a des il y a des grandes appartenances, il y a des appartenances culturelles, il y a des appartenances religieuses, il y a des appartenances, tu vois, il y a toutes ces appartenances-là. Il y a femmes, hommes, moi je suis dans le clan des femmes et on peut être dans le clan des louves et on peut être dans le clan des sauvages ou on peut être dans le clan des rêveuses. C'est-à-dire on va trouver d'autres personnes qui ont certaines affinités avec nous, où on se sentira bien. Mais finalement, si on reprend la notion de clan, voire de tribu, elle ne fonctionne, elle est viable que s'il y a cette diversité. Et puis, on n'est pas figé nécessairement ad vitam aeternam dans un clan, dans une tribu. Ça peut se moduler aussi. Alors ça, c'est la grande chance qu'on a dans notre société. Par contre, on a regardé les désavantages. Le grand avantage, c'est qu'on n'est plus lié au niveau des castes, au niveau des lignées, aussi fortement que dans certaines autres cultures, ou si ton père avait un métier, ton grand-père avait un métier, toi, le fils avait le même métier, reprenait, voire était dans la même profession ou dans la même caste. Il y a quelque chose qui a éclaté là et qui nous donne beaucoup plus de possibilités d'évolution. Oui, comme tu disais tout à l'heure, on a ce privilège-là. Après, c'est aussi une responsabilité, sans doute. Oui, puis évoluer et changer, moi, je pense que c'est très différent. Enfin peut-être que ça demande un peu d'explication, mais se changer, c'est vouloir être vraiment quelqu'un d'autre, comme si on sous-estimait, avec un risque, en tout cas, de sous-estimer ce qu'on a reçu, de sous-estimer les compétences qu'on a, de se sous-estimer. Et puis, il y a le perfectionnement individuel, évolutif, qui est je suis tel que je suis, mais je peux améliorer quelque chose de moi. Ça ne veut pas dire que je me change, ça ne veut pas dire que je vais me conformer à être quelqu'un d'autre. Je veux juste bouger les lignes à l'intérieur de moi parce que je sens. Je pourrais être un peu plus généreuse, peut-être un peu plus tolérante, mais pas parce que j'ai forcément au bout du chemin un modèle. C'est juste que je sens en moi, par rapport à ce que je fais et ce que les autres me retournent, que il y a une petite évolution à faire et ça, c'est pas se changer, c'est évoluer. Oui, tout à fait. Comme la nature, enfin, je veux dire, à travers les saisons, la nature évolue. Mais pourtant l'arbre qui va perdre ses feuilles, il reste toujours le bouleau ou l'être, ou tu vois, même si à l'intérieur, il a fait cycle, dans son essence, il est resté lui-même. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, au tout début de cet échange, tu es, entre autres, écothérapeute. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit, est-ce que tu peux juste donner une idée en quelques mots, si c'est possible? Écoute, moi, la définition que je donnerais de l'écothérapie, c'est la thérapie
thérapie qui remet du lien. Parce que c'est comme ça, c'est assez générique et c'est assez large, tu vois. Alors, on met du lien où on met du lien, on refait de la relation avec notre environnement. Éco, c'est la Terre, c'est notre maison, c'est notre planète. Et puis, on s'est complètement déconnecté d'elle. Et en s'étant déconnecté d'elle, on s'est déconnecté forcément de nous-mêmes. On ne sait plus se sentir, on ne sait plus, comme j'ai dit tout à l'heure, s'apprécier. On ne sait plus non plus qu'est-ce qui change en nous et c'est normal que ça change. Tout ce vivant en nous, on l'a oublié par besoin de conformité et je dirais même par économie, mais économie de soi-même pour pas trop en faire, mais aussi économie parce qu'il y a des besoins économiques derrière notre société. Elle fait de nous un homme économique, enfin je veux dire consommateur et économique. Donc il y a eu un besoin de se conformer à ce modèle-là et du coup on a oublié toute vivance. Donc cette vivance en nous, on a besoin de la retrouver et elle peut se faire parce qu'on se remet en relation. On se remet en relation avec l'arbre, on va se remettre en relation avec les cycles, on va se remettre en relation. Et du coup, quelque chose en nous va de nouveau être vivifié. Et c'est une grande réharmonisation que les peuples premiers ont toujours souhaité pour tout le monde. Cette harmonie avec la nature, c'est être en santé. C'est ça qui nous rend en santé. Donc, c'est une thérapie dans ce sens-là. Ça nous guérit. Et on en a bien besoin. Ça voudrait dire qu'on est bien malade quand même. Oui, je crois que notre société est malade, mais je ne suis pas la seule à le dire. Mais je crois que dans la maladie, il y a toujours en même temps le motif de guérison, c'est-à-dire quand quelque chose nous manque, on se rend compte que ça nous manque. Tu parlais tout à l'heure d'interviews et de rencontres et ça me plaît beaucoup parce que sans cette pandémie, on n'aurait jamais pensé qu'une rencontre, c'est un téléphone ou qu'une rencontre, c'est un lien comme ça par écran interposé. On se disait, mais ça, c'est pas de la rencontre. Ben maintenant, oui, ça peut être de la rencontre et ça a amené des rencontres aussi extraordinaires à travers les continents. Enfin, je veux dire, il y a des choses extraordinaires qui sont passées au niveau des relations, tu vois, alors qu'on ne le pensait pas. Et en même temps, la nature aussi, elle s'est fait manque. On avait oublié qu'elle était là et elle nous a manqué. On avait oublié nos familles, elles nous ont manqué. On a oublié nos anciens et ils nous ont manqué, parfois trop tard. C'est par ce manque, donc c'est à quelque part par la maladie qu'on va trouver à nouveau les bons remèdes, c'est-à-dire vraiment les relations saines qui nous font être des êtres humains, quoi. Des êtres de relation. Donc pour finir, ça a du bon aussi. Je trouve que effectivement, il y a des relations merveilleuses qui peuvent émerger, même, comme tu dis, à distance. Après, toujours avec cette précaution que ce ne soit pas une fin en soi, parce que évidemment que le lien est très différent. Oui, mais tu vois, moi, j'écris des livres. Le livre, c'est à quelque part, on a toujours dit, c'est une lettre morte. C'est intéressant, mais on a toujours considéré qu'à quelque part, le livre est quelque chose de fini. Et lorsqu'il est fini, lu, alors on prend en soi ces informations et puis on va les mettre en pratique. Pour moi, les livres sont devenus de plus en plus, et je crois vraiment que cette pandémie a accéléré les choses, des ouvertures de pratique. Vraiment juste des propositions à faire et non plus simplement une sorte d'information qu'on ingurgite et parce qu'on l'a lu, on pose le livre. On prend et on le reprend et on revoit encore et on va en nature et on fait des rituels. Il y a énormément de propositions comme ça qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment une sorte de manuel à vivre. Donc, c'est complètement vivant pour moi. Hein. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'écris. C'est que ça devienne un manuel du vivant. Alors qu'avant, le livre était quelque chose de beaucoup plus de l'ordre de l'intellect, avec une sorte d'information figée. Après, les livres se suivaient et on faisait référence et on ouvrait une nouvelle hypothèse, etc. Mais dans mes études, c'était comme ça. Maintenant, c'est beaucoup plus
beaucoup plus des manuels à vivre. Mhm. Alors, justement, dans un de tes livres qui s'appelle Le réveil des gardiennes de la Terre, tu parles beaucoup de rituels. On parlera de ton autre livre un petit peu plus tard. Justement, ces rituels, moi, quand je suis tombée sur le livre, façon de parler, je trouvais ça tellement important et puis tellement parlant aussi parce que on a perdu beaucoup on fait plus de rituels en fait. C'est vraiment quelque chose qui est quasi sorti de nos vies, sauf alors, ce sont même plus des rituels, mais enfin, il y a des points comme ça, la Noël, mais enfin, ça, c'est pour les cadeaux. Il y a, avant, il y a Halloween, mais ça, c'est pour les bonbons. Enfin, à part ça, on n'a plus vraiment de rituels. Or, bon, voilà, toi, tu en parles spécifiquement des rituels. C'est d'une richesse. Je trouve que ça rythme aussi la vie, tout simplement. Alors, la vie est faite de rythme. En fait, moi, je suis musicienne, donc le rythme me parle pas seulement au niveau rythme de vie, mais tout est rythme, tout est action et repos, tout est bruit et silence, tout est alternance, tout est nuance. En fait, et c'est ce que la nature m'a renvoyé depuis des années, c'est cet extrême, ce nuancier de couleurs, d'odeurs, qui a fait que j'ai pu moi d'abord, m'accepter telle que je suis avec toutes mes couleurs et puis soutenir aussi cette appartenance au monde de femmes aux couleurs. Et là, je ne parle pas du tout de race, je parle vraiment de couleurs intérieures, de toutes femmes qui ont toutes ces nuances et qui n'ont pas été exploitées parfois. Tu vois, donc il y a vraiment cette ouverture-là. Alors les rituels, oui, parce que les rituels sont des tatouages, en fait. D'ailleurs, les gens le savent, ils se tatouent énormément. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils mettent. Mais si je reprends si je reprends la métaphore du tatouage, on va se tatouer à un moment donné quand il y a une situation particulière qui nous marque. Hein. Ça peut être un amour. Hein, ça peut être une appartenance à un clan, comme on a dit tout à l'heure. Il y a quelque chose il y a un avant et un après, et souvent on a besoin d'apposer une marque. Et on le fait sur le corps, et on le fait dans l'âme. Et après les années 60, où là on a jeté le bébé avec l'eau du bain, on a jeté toute tradition sclérosante, imposée, autoritaire, qui n'avait plus de sens. On a acheté les rituels avec, ces rituels qui font passage, ces rituels qui disent, tu vois, là tu nais à une autre partie de toi-même. Là, tu changes tu te métamorphoses, et dans cette métamorphose-là, on va poser, on va tatouer ton âme de d'une action. Et puis ça se fera dans différents moments de ta vie, et puis ça se fera aussi au moment où tu t'en iras. On sera là aussi pour marquer ce nouveau passage. Donc dans les grandes traditions, il y a toujours eu ces grands passages de vie. Ce qui change maintenant dans notre monde, c'est que c'est le temps. Le temps s'est énormément accéléré, et cette accélération, elle est aussi, typiquement l'union, donc le mariage, le rite d'union, il se faisait une fois dans la vie. Maintenant, va chercher les personnes qui s'unissent à un compagnon ou à une compagne uniquement une fois dans leur vie. Et puis qui font ça court d'ailleurs. Hein. Il y a plus tellement, il y a beaucoup d'unions libres, il n'y a plus nécessairement l'union comme avant. Oui, mais même l'union libre, les gens qui sont dans l'union libre, ils vont avoir envie de faire une fête avec leurs amis pour marquer cet instant, pour marquer ce oui, pour marquer ce oui à la relation, ce oui à l'engagement, ce oui à t'accompagner, même si tu es malade, même si tu n'es pas bien, ce oui à être là, compagnon ou compagne de vie. Et ils ont envie que les autres viennent. Et ça fait partie complètement du rituel. C'est-à-dire, le rituel, il n'est pas tout seul. C'est pas seulement des rituels avec la bougie autour de sa baignoire et puis des jolis pétales de rose autour. Ça peut, hein, mais c'est aussi parce qu'il y a témoin.
Ça veut dire qu'il y a des membres de la société qui sont là et qui te voient, et qui te voient t'engager, et qui peuvent te rappeler à un moment donné aussi cet engagement que tu as pris. Donc, il y a maintenant une multitude de rituels, que ce soit pour les unions, mais c'est pour les changements de lieu, pour les changements de profession, c'est énorme. Si tu réfléchis, notre vie, elle est devenue un kaléidoscope. Et les gens avancent comme ça, un peu aveuglés. Ah tiens, un flash, ça frise l'épilepsie, là. Quand je te dis ça, c'est un petit peu l'image qui me vient, tu vois, noir, lumière, noir, lumière, noir, lumière, tu vois. Et puis, je passe d'un boulot à un autre, d'une personne à une autre, d'une reconversion à une autre, d'un lieu à un autre, d'un pays à un autre. C'est fou. Et si tu veux garder une forme d'alignement, c'est-à-dire si tu veux évoluer, mais en restant l'arbre que tu es, en restant l'âme que tu es, tu as besoin de marquer. Parce que au moment où tu marques cette diversité, cette différence, cette métamorphose, et tu marques l'enrichissement de ce moment-là. Et qui dit enrichissement veut dire que ton intérieur, il est en train de... ça prend de la place, ça s'amplifie. Tu n'es pas en train de te morceler, tu es en train de t'amplifier. Tu vois, tu es en train de grandir de dedans. Et si tu le fais pas, là, il y a un risque de morcellement. Et je pense que vraiment, il peut y avoir un risque de morcellement dans notre société. Alors, heureusement que la nature est là pour nous rappeler justement ces cycles, parce que comme tu le disais, le temps accélère, on va de plus en plus vite. Moi aussi, ça m'arrive le matin de me lever et le soir de me coucher en me disant « mais j'ai même pas vu passer la journée en fait ». J'ai l'impression d'avoir rien fait. Alors, j'ai fait plein de choses, c'est pas ça, mais la nature, elle, quelque part, c'est quand même notre garde-fou. Elle garde ses cycles. Ton dernier livre s'appelle La nature guérisseuse. Quelle est ta relation avec cette nature et de quelle manière est-ce que pour toi, spécialement, elle est guérisseuse? C'est d'accepter son enseignement. C'est d'accepter son enseignement. Elle nous guérit de notre toute-puissance d'abord, je pense, dans les temps qui sont là maintenant. Elle nous guérit de penser qu'on peut tout faire. Elle nous guérit d'une supériorité qui est nettement en train de nous montrer ses limites. Elle nous guérit de penser qu'on contrôle quoi que ce soit. Elle nous ouvre finalement au mystère. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans cette reconnaissance-là, dans cette reconnexion-là, il y a énormément d'amour. Et lorsqu'on fait des rituels en nature, la nature nous répond. Je veux dire, alors, tu appelleras ça peut-être des synchronicités, tu vois, mais pourquoi est-ce que lorsque tu souhaites plus de légèreté dans ta vie et que tu te promènes, tout d'un coup, tu vois des plumes tomber, ou bien que tu te retrouves face à des plumes sur ton chemin. Et je te donne cet exemple, mais il y en a 1000 autres. C'est-à-dire qu'à quelque part, tu te rends compte que tu n'es pas seul. Tu te rends compte que ton âme et ton cœur, ça fait bouboum, bouboum en même temps que la forêt autour, que l'animal qui est caché, que tout ça vibre en même temps. Et ça n'a rien à voir, tu sais, dans mes formations, je ne suis pas en train d'imaginer des clairvoyances et des machins, des trucs, et même des trucs telluriques, il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir cette perméabilité-là pour se rendre compte qu'on appartient au monde, quoi, qu'on appartient complètement au monde. Et moi qui ai été, dans ma biographie, une enfant abandonnée, littéralement, enfin pas dans les fantasmes que je me suis fait, mais littéralement, je pense que mon attrait à la nature, c'est l'attrait de retrouvailles avec la mer. C'est-à-dire cette grande mère nourricière, mais paradoxale, hein, parce qu'aussi intransigeante, exigeante, passionnée. Enfin, je veux dire, la nature est terrible. Enfin, je veux dire, elle n'est pas seulement la bonne mère, hein, elle est aussi, on la voit dans ses excès, mais elle est là. Elle est soutenante de ton premier souffle jusqu'à ton dernier. C'est dans ses bras, c'est en son sein que tu vas vivre.
Donc, je pense que pour moi, cette recherche-là a été une recherche de connexion vitale à un cœur battant de mère. Je me suis souvent demandé, j'ai un certain âge maintenant, et j'ai été la plus jeune prématurée de Suisse au moment de ma naissance. C'est-à-dire que je n'ai jamais vraiment senti, j'étais même pas finie, tu sais, et je n'ai pas senti vraiment la peau ou la contenance du corps de ma mère. Et ensuite, elle est partie. Donc, enfin, elle n'est pas décédée, mais elle est partie. Donc, je n'ai pas eu ce contenant. Et je pense que j'ai été à la recherche toute ma vie d'une sorte d'enveloppe dans lequel me sentir appartenir, réconforter, de reconnaître les odeurs. C'est très primitif, c'est très archaïque ce que je dis là, mais je sens le paysage comme ça. Si tu veux, je peux me sentir levée dans un lieu, dans ma forêt près de chez moi. J'ai mes petits coins, tu vois ce que je veux dire, j'ai comme ça où j'ai un sentiment d'immensité. J'adore être près de la mer. À nouveau, la mer revient, mais ça me touche. Vraiment, je pense comme une enfant est touchée par le toucher de ses parents primordial. Mais ça, c'est pas intellectuel chez moi. C'est vraiment, voilà, ça se passe. Oui, j'avais envie de te dire qu'on a beau en parler de la nature, de la terre, des arbres, mais ça ne remplacera jamais l'expérience, le vécu. Il y a encore quelques jours, j'ai fait un bain de forêt. Un exercice proposé était d'aller voir ce qu'il y avait en dessous des feuilles, de gratter dans la terre. Et simplement ça, mais ça élève tellement de sensations, tellement de ressentis, des choses que je me suis surprise d'ailleurs à penser en me disant, cette terre-là que je suis en train de malaxer, c'est là que je terminerai aussi. Et puis un infini respect aussi. Et quand on s'est retrouvés par la suite, c'était un petit groupe de 6 personnes, il y a 5 personnes sur les 6 qui ont dit mais en grattant, j'avais l'impression de faire une intrusion. C'était pas bien, j'étais pas vraiment à l'aise de le faire. Et on se rend compte qu'il y a un prendre soin une bienveillance naturelle qui émane. C'est l'expérience, c'est le faire, c'est le sentir, c'est le vivre en fait. Et donc, comme tu disais, dans les livres, c'est plus des invitations aujourd'hui à l'expérimentation, à la pratique. Et là, on n'est plus dans le mental, forcément. On a oublié le corps, hein. On a oublié le corps, et ça fait partie du grand mouvement de civilisation, c'est-à-dire et du grand mouvement de révolution dans lequel je suis aussi par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'écoféminisme, c'est-à-dire de dire quelque part le corps de la terre ou le corps de la femme, c'est le même combat. Il y a quelque chose de l'ordre du corps et du sale, du mystère de la vie, de l'intérieur de la vie, du grouillant, tu vois, du sombre, de ce qu'on ne connaît pas, qui est dedans, qui participe tout autant à notre représentation du corps de la femme que du corps de la terre. Et d'ailleurs, la terre est violée, la même chose. Enfin, je veux dire, elle est violée la même chose que les femmes. Enfin, on la fouille, Enfin, c'est terrible ce qu'on lui fait, et que les femmes commencent vraiment à sentir maintenant. Et pourquoi les femmes le sentent maintenant? C'est parce qu'elles commencent à être hors hormones. Il y a dans cette révolution actuelle des femmes, de plus en plus de jeunes femmes qui décident de ne plus être sous contraception et qui veulent se sentir. Tu vois, qui veulent sentir ces mouvances, qui veulent sentir leurs humeurs, qui veulent savoir où elles en sont de leur fécondité, qui veulent savoir quand est-ce qu'elles sont plus attirées par l'autre, quand la libido commence à être passionnante comme ça, ou au contraire, où il y a autre chose à faire, parce que voilà, notre cycle est fait aussi de temps de fer et de repos. Et les femmes commencent à sentir vraiment que leur corps est vivant
et du coup, la, la, le, la maltraitance de la terre leur devient pour beaucoup insupportable. Ça, c'est donc, comme tu dis, dans les jeunes générations. Oui. Et là-dedans, il y a les hommes aussi. Donc, ça veut dire que on en parlait tout à l'heure, enfin, je veux dire, il n'y a pas que des gardiennes de la terre, il y a vraiment des gardiens. Il y a des hommes qui ont acquis, je dirais, vu mon âge, au fil de l'éducation de leur mère et de leur grand-mère, ils ont acquis la possibilité de parler de leurs émotions, ils ont acquis la possibilité d'exprimer des ressentis et donc d'avoir des antennes beaucoup plus sensibles. Et ils souffrent aussi, eux, de ce manque de soins qu'on a pour l'être humain, mais aussi pour tous les autres règnes, pour la terre, pour le ciel. Là, à nouveau, tu vois, c'est par la souffrance. C'est par la souffrance, par la maladie ou par l'excès de sensibilité qu'on va trouver les remèdes. Si on est fermé, si on est durci, on ne va jamais rien faire bouger. Donc, l'écothérapie, elle nous ouvre au merveilleux à nouveau. Tu vois, elle nous ouvre au merveilleux de rencontrer à nouveau avec sensibilité toute nature qu'on rencontre. Et aussi bien les femmes que les hommes, parce que voilà, en réfléchissant un petit peu à notre rencontre, je me disais, mais en fait, bon, les hommes, on a beaucoup tapé dessus, mais en fait, ils ont un énorme boulot à faire aussi, d'aller toucher cette sensibilité, d'oser l'exprimer, parce qu'il y a beaucoup d'hommes voilà, qui n'osent pas nécessairement l'exprimer, hein, cette sensibilité. Et donc, comme tu disais, il y a aussi des gardiens de la terre. J'imagine qu'il y en a moins, que tu en vois un petit peu moins quand même que des femmes. Alors nettement, quand même, nettement. Peut-être parce que je suis aussi une accompagnante de femmes depuis plus de 20 ans et que donc de réseau en réseau, de cercle en cercle, c'est plutôt les femmes qui viennent. Mais dans la formation de praticien en éco-rituel que je donne, en France, en Belgique, en Suisse, j'ai eu un homme, j'en ai deux maintenant j'en ai deux chaque année dans chacun des pays sur 24 participants à chaque fois. Donc, c'est encore une petite minorité. Parce que cette voie-là du rituel, cette voie-là du sacré, ça parle à cette minorité-là. Mais peut-être que c'est bien, parce qu'ils ont été des prêtres pendant des millénaires, qui laissent aussi les femmes avoir accès au sacré. Donc, voilà. Mais par contre, ce que je vois beaucoup, mais vraiment beaucoup, c'est beaucoup d'hommes dans la transition, dans les mouvements de transition, c'est-à-dire au niveau de la démocratie, au niveau de l'horizontalité des rapports gouvernementaux, sociologiques, dans les communes. Enfin, c'est vraiment c'est un autre niveau, beaucoup plus pragmatique, peut-être, tu vois. Mais c'est là qu'ils peuvent être vraiment d'excellents protecteurs. Et ils ont toujours été les protecteurs de la cabane, de la maison, si tu veux, et les femmes ont nourri cette intériorité-là. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus vouloir faire tous du même. Tu vois, on peut vraiment garder cette spécificité. Ils n'ont pas forcément à être que des papas poules. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent vraiment être des protecteurs et des guerriers, et ils le font. Enfin, je veux dire, ils montent aux arbres, enfin, je veux dire, ils font des squats, ils empêchent des arbres de tomber. Ils font des choses des fois dures, des choses des fois extrêmes. Et je suis très honorée de rencontrer ces hommes-là avec cette force-là. Donc, je mettrais presque pas le mot de vulnérabilité. Ils sont pas vulnérables, ils sont humains. Voilà. Peut-être qu'on en revient à ça, Véronique. C'est que pour moi, on est en train de rentrer avec la nature dans un domaine à nouveau universel. Je veux dire, où hommes et femmes font leur job, mais notre job principal, c'est de redevenir des humains.
Et je peux te dire que c'est un sacré job parce que le transhumanisme est en train d'arriver de manière énorme. Enfin, je veux dire, c'est à nos portes que les robots vont prendre nos places. Donc, si on est humain, on le sent. Si on est humain, on vit par nos 5 sens, voire peut-être plus. Et alors, hommes et femmes, voilà, on est réceptif à ce qui vit, tu vois. Mm-hmm. Mais je pense que ce n'est pas seulement une forme de vulnérabilité féminine. Là, j'ai toujours une toute petite peur, parce que je connais bien les femmes et je connais aussi leurs travers. J'ai un petit peu peur de la femme matrone et mère supérieure, tu vois, qui apprécie l'enfant soumis que peut être ces nouveaux hommes vulnérables. Et moi, je veux les hommes dans leur grandeur. Donc, oui, bien sûr, oui, dans leur force. Alors, complètement. Oui, d'accord. Pour moi, la vulnérabilité, ça n'enlève rien justement à la force, à la puissance. C'est se montrer tel qu'on est, sans les masques, reconnaître qu'on n'a pas réponse à tout, qu'un homme ne peut pas et n'a pas à tout porter non plus. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais c'est vrai, tu as raison de le souligner parce que, évidemment, les mots, c'est toujours un petit peu, comment est-ce qu'on va dire ça, délicat à manier. Voilà. Oui, c'est glissant. Ça peut être glissant parce que chaque mot a derrière sa représentation et chacun de nous a une autre représentation de l'homme, de la virilité, du pouvoir, de la force, enfin tous ces mots-là. Chacun y met, tu vois, ses représentations. Et j'aime bien dire qu'on est en train d'arriver à nouveau à notre universalité, à notre humanité. Il est temps. Il est temps. Par rapport à ton dernier livre, comment est-ce qu'il est né, ce livre ? Ce dernier livre est sûrement le livre le plus poétique que j'ai écrit, donc le plus libre. C'est là où je me suis accordé le droit de mettre des obstacles, délibérément des obstacles aux personnes pour qu'elles se révèlent à elles-mêmes par la nature. Or, ce côté de la thérapeute qui est en moi, c'est pas toujours facile à faire passer dans un livre, dans le sens que les gens veulent quelque chose de positif, de ressourçant, etc. Ils veulent pas rentrer dans des livres qui les mettent face à des obstacles. Et pourtant, comme on a dit tout à l'heure, c'est dans l'obstacle finalement qu'on va trouver la réharmonisation, la capacité qu'on se croyait ne plus avoir ou ne pas avoir. Donc c'est là où je vais amener le lecteur ou la lectrice, c'est tout d'un coup de se casser la figure dans une forêt, tu vois, elle est jolie la forêt, mais finalement on va tomber sur une branche, on va s'encoubler. Et c'est parce qu'on a le nez sur la terre et qu'on a mal à une cheville que tout d'un coup, on va se rendre compte de ce qui est essentiel dans ce moment-là. Et ça devient thérapeutique. Donc, ce sont ces petits accidents que la nature va nous inviter à voir, qui va nous faire retrouver en fait cette capacité de résilience ou cette capacité de renforcement en nous. Et c'est en cela que elle devient guérisseuse. Et il y a un index de plusieurs pages à la fin du livre qui a demandé beaucoup, beaucoup de travail à moi et à mon ami art-thérapeute qui l'a construit avec moi. C'était un index pour que à chaque situation où on se dit mais j'ai besoin plutôt de ci, ou j'ai besoin de ça, où je rencontre cet obstacle, etc., je puisse trouver ce que la nature me propose. Donc c'est un livre à reprendre et à reprendre pour à chaque fois faire une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure, hein, c'est une proposition et puis il y a une nouvelle aventure à chaque fois. J'aime beaucoup justement cette manière de voir l'obstacle, du coup qui n'en est plus un, mais qui est une proposition, une invitation à trouver, peut-être à chercher en soi d'ailleurs, hein, un déploiement de ce qu'on porte déjà à l'intérieur. Oui, parce qu'on avance en nature, souvent on avance sans regarder. Enfin, je veux dire, si j'ai pris l'exemple de se casser la figure sur une branche, c'est bien parce qu'on ne regarde pas tellement où on marche. On avance
dans la vie, mais on ne regarde pas tellement où on marche. Et si on est en nature, tu as pris l'exemple du bain de forêt, c'est que dans ces exemples des différentes méthodes qu'il y a maintenant d'être en nature, il y a la mise en condition d'être vraiment dans la présence. Dans la présence. Or, on n'est pas dans la présence. Si on est comme ça conditionné dans notre vie, on n'est pas dans la présence. On y va, on avance, on fait, etc. Et puis tout d'un coup, on s'étonne qu'il y ait eu un obstacle. Mais on l'aurait sûrement vu, on aurait levé le pied, on se serait assis à l'ombre plutôt que d'avoir trop chaud. Mais tout ça, on ne sait plus le faire. Donc ce livre nous invite, et c'est évidemment plein de métaphores à l'intérieur, à de nouveau beaucoup plus de présence. La présence, ça c'est le programme d'une vie. Alors Marianne, tu as fait un oracle qui s'appelle l'oracle des saisons. On est au printemps. Il y a la carte du printemps avec une petite phrase que j'ai envie de te poser, c'est « Enfin, c'est maintenant ». Comment est-ce que tu la compléterais, cette phrase ? « Enfin, c'est maintenant ». Alors, avec ma vie d'ancienne, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais d'être présent, c'est à maintenant ou jamais que chaque instant est précieux, c'est maintenant ou jamais que nous allons nous occuper de la terre, nous allons la respecter et prendre soin. Et peut-être qu'il y a certaines choses où effectivement on va plus pouvoir avancer comme avant, mais on va devoir remettre de la terre dessus et se dire, bah voilà, on a eu ce cadeau-là pendant quelque temps, maintenant on l'a plus, et merci beaucoup et gratitude pour ce qu'on a eu, maintenant on l'a plus. Ça s'appelle la décroissance, mais c'est normal si on veut tous pouvoir, voilà, la terre, nous et tous les êtres humains de cette terre, vivre là et en bonne harmonie. Il y a certaines choses, bah ça sera plus jamais. Mais c'est maintenant, et le printemps nous invite à ça. Nous invite à dire « je me saisis de l'instant pour faire ce qui est à faire ». Et j'attends pas les meilleurs jours, j'attends pas qu'il fasse beau, j'attends pas qu'il fasse chaud, j'attends pas que les autres le fassent, j'attends pas les conditions optimales, j'attends pas que tous les gouvernements de la Terre soient d'accord, j'attends pas finalement ce solstice d'été, j'attends pas ce moment culminant où ça y est, ça va m'être donné. Je me mets en mouvement, moi. Et voilà, c'est ce que je dirais maintenant par rapport à cet élan du printemps. Merci vraiment infiniment pour tout ce que tu partages, la manière dont tu le fais, sur Instagram aussi. Et là, je trouve que c'est vraiment super. Alors, tu fais des rencontres aussi, c'est tous les mercredis, je pense. Oui, c'est tous les mercredis. J'espère continuer le plus longtemps possible. Ça s'appelle le temps des savoirs. Ça, c'est dit parce que c'est des temps de remise en réflexion entre ce qu'on a appris et puis ce qu'on vit. Et des fois, ça colle, puis des fois, ça colle pas. Et puis, c'est chouette de pouvoir se dire des fois que ça colle pas. Et puis qu'on peut mettre en valeur notre propre expérience. Merci beaucoup en tout cas. Je mettrai tous les liens utiles sur la page, tes livres, tes stages, enfin tes activités. Et puis je te dis à très très bientôt, à très vite. Volontiers Véronique, merci beaucoup de ton accueil. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, c'est probablement parce que vous l'avez apprécié. Alors si vous voulez supporter l'esprit de la nature, vous pouvez faire 3 choses. La première, c'est d'en parler autour de vous, le partager. La seconde, c'est vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et la troisième, pour les plus branchés d'entre vous, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence pour le classement des podcasts. Voilà, tout ça m'aiderait beaucoup à faire connaître ces épisodes et ce podcast, et surtout à agrandir la tribu des amoureux de la nature et de la conscience. Si vous désirez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur Instagram ou Facebook, je vous y attends.
Encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère de tout cœur que cela vous a inspiré et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.